Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicien, votre rendez-vous politique. Après Abdelaziz Bouteflika de l'Algérie, c'est au tour d'Omar El-Béchir du Soudan de subir la colère du peuple révolté. Awad Ahmed Ben Naouf, c'est le nom du désormais homme fort de Khartoum qui a annoncé ce jeudi la mise en place d'un conseil militaire de transition pour une période de 2 ans. Un conseil que ne veulent pas du tout les manifestants qui exigent la chute totale du régime. Alors jusqu'où veulent et peuvent aller les Soudanais? Que peut faire la communauté internationale pour une normalisation politique au Soudan? 3 analystes avec moi pour en parler. Oumar Ba, vous êtes politologue, vous enseignez les sciences politiques et les relations internationales au Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Paris. En France, vous êtes par ailleurs chercheur à Sciences Po Bordeaux. Merci. Merci. Oumar Ba d'avoir accepté notre invitation. Sadio Morel Kanté, vous êtes journaliste, analyste politique. Vous aussi, dans une émission antérieure, vous indiquiez que de toute façon, le régime chutera, que Omar Béchir va chuter de toute façon. Eh bien, nous y sommes. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai également avec moi Jean-Bernard Bikim, analyste, stratégiste, expert en accompagnement des États, capacity building. Merci. Jean-Bernard Bikim, d'avoir accepté notre invitation. Il n'avait plus peur de rien, ni des chats, ni des canons, ni de la mort. Rassemblés de jour comme de nuit au QG de l'armée, il n'avait qu'une seule exigence, la fin du régime. Et c'est dans la liesse que les manifestants ont appris ce jeudi la destitution d'Omar El-Béchir. Zahra Mohamed Moutou revient dans ce sujet sur les dernières heures de l'homme qui a régné sur le Soudan pendant 30 ans. Dans ces rues de Khartoum, l'explosion de joie. Jamais ces lieux de la capitale soudanaise n'ont connu une telle liesse populaire. Des milliers de personnes sont descendues dans les grandes artères de la ville et jusqu'au quartier général de l'armée, symbole du pouvoir. En place depuis 1989, le président Omar El-Béchir vient d'être destitué par l'armée. J'annonce, en tant que ministre de la Défense, la chute du régime et le placement en détention dans un lieu sûr de son chef. 30 ans au pouvoir et une présidence devenue indésirable. Le président a donc fini par céder face à la montée de la contestation, née le 19 décembre 2018, suite à la hausse du prix du pain sur décision du gouvernement. Ces dernières semaines, tout s'est accéléré. Ces milliers de manifestants se rassemblent depuis 6 jours, de jour comme de nuit, devant le siège de l'armée, là où se trouve également la présidence officielle du chef de l'État. Beaucoup de monde dans les rues et un seul mot d'ordre pour ces milliers de Soudanais, la démission du président Omar El-Béchir. C'est la détermination qui a fait que aujourd'hui le pouvoir puisse céder. Et je pense que l'armée n'avait pas trop le choix. On a bien vu que finalement la détermination du peuple a eu le dessus sur celle du pouvoir et aussi sur celle de l'armée de continuer à soutenir El-Béchir, parce que aujourd'hui, après avoir, je dirais, tué autant de monde, qu'est-ce qui reste encore à l'armée à faire? Aujourd'hui, si Omar El-Béchir part, ce n'est pas parce qu'il veut obéir à la communauté internationale, mais c'est parce qu'en interne, aujourd'hui, sa position est intenable. Et vis-à-vis de cela, il n'a plus d'autre choix que de partir. La communauté internationale, elle va juste, je pense, accompagner le peuple soudanais, si cela s'avère jusqu'à la fin, accompagner, je dirais, cette période transitoire. Ce départ, une victoire pour les manifestants qui, jusqu'au bout, ont voulu y croire, malgré la confrontation avec d'un côté le puissant service de renseignement et de l'autre les forces de l'ordre. Au moins 50 personnes ont perdu la vie depuis le début de la contestation que les Soudanais voulaient pacifique, comme celle menée dans un autre pays arabe, l'Algérie, mouvement là aussi populaire qui a mis fin aux 20 ans de régime du président Abdelaziz Bouteflika. Comment commencer cette émission sans une pensée particulière pour ces Soudanais tombés encore ce jeudi sous les balles des forces de l'ordre? On nous apprend une vingtaine de morts pour la seule journée de jeudi, pas seulement à Khartoum, mais dans l'arrière-pays, ce qui est complètement dramatique et inacceptable pour des manifestants pacifistes.
Sadio Morel Kanté, la veille de sa destitution, encore les membres de la National Congress Party, le parti du président Omar El-Béchir, organisait, ou du moins étaient appelés à organiser un mouvement de soutien à leur président. L'homme avait encore donné l'ordre de disperser la foule compacte rassemblée au QG de l'armée. Il ne voulait pas partir. Non, il ne voulait pas partir. Il ne serait pas parti même. Ce qui est arrivé à Béchir, c'est une réédition d'il y a 30 ans contre lui maintenant. Lui, il a destitué quelqu'un. Hier, il a été destitué. Pourquoi l'armée n'a pas suivi Béchir dans l'accompagnement qu'il avait demandé? Mais la pression de la rue a été trop forte. C'était pas tenable. Ce n'était plus tenable. Ce n'était plus tenable et au risque de déstructurer tout le gouvernement et tout le système d'un seul coup, l'armée a préféré se dissocier de Béchir et de faire quelque chose, mais pas en adéquation avec le peuple, parce que le peuple avait demandé justement l'intervention de l'armée, et l'armée a voulu avaler ce mouvement-là en imposant la destitution d'Omar El-Béchir et de provoquer une transition de 2 ans sans avoir contenté? Non, pas contenté. Quoi? S'entendre avec le peuple. Avec le peuple, au fond, si vous voulez, votre analyse, c'est que l'armée, d'une certaine manière, a joué sa survie en sacrifiant Omar El-Béchir comme une sorte de victime expiatoire. En voulant laisser de côté le peuple qui a fait le plus gros du travail, parce que n'eût été les 4 mois de manifestations. Souvenez-vous que les manifestations ont commencé en province. Et déjà, le premier jour, il y avait des morts avant de s'amplifier. Le 19 décembre 2018. D'arriver à Khartoum et dans tout le pays. Oui. Donc, ils ont bravé la mort, ils ont bravé tout ce qui... Heureusement, ils avaient des soutiens, je crois, des religieux, des mosquées, qui ont fait que, point de vue logistique, ça pouvait donc tenir longtemps. Le mouvement pouvait tenir longtemps, ça a tenu 4 mois. Et 4 mois après, si l'armée, c'est-à-dire le ministre de la Défense, au risque de chuter avec... Omar El-Béchir, il a préféré donc le sacrifier. On fait un triangle très rapidement. Jean-Bernard Bikim, c'est un coup d'État alors? Je dirais que notre sœur Sadio se trompe. Et se trompe pour 2 raisons. La première, c'est que le Soudan est un territoire où vous avez beaucoup de forces parallèles, beaucoup de services de renseignement officiels, officieux. Oui. Beaucoup de forces militaires avec des dizaines de milliers d'hommes qui peuvent être ce qu'on appelle vulgairement les mercenaires. Et un élément essentiel doit nous interpeller, c'est quoi? C'est que ce dont on assiste aujourd'hui, c'est ni plus ni moins qu'un continuum d'un régime qui n'a pas bougé d'un iota sur ses bases. Alors nous parlons. Pourquoi? D'accord. L'armée, depuis la prise de pouvoir de Béchir, c'est la dernière roue du carrosse. L'armée ne pilotait rien jusqu'à présent au Soudan. Pour la simple bonne raison que nous avions le fameux Nice qui disposait... Le fameux Nice, la National Intelligence and Security Service, le fameux puissant service de renseignement soudanais, qui disposait de ses propres forces armées, sa propre police, ses propres services de renseignement. Alors on a assisté à quoi ce jeudi 11 avril, très concrètement? On a assisté à une mise en œuvre d'un plan imposé par la Russie, la Chine, la Turquie et l'Égypte. Pensez-vous? En disant qu'il fallait ni plus ni moins déconnecter de gré ou de force Omar El-Béchir? Pas Omar El-Béchir. La nasse dans laquelle le Nice a plongé le pays. D'accord. Au fond, tout ça, ça n'a rien à voir avec la révolution. C'est un plan mis en place mis en œuvre par la Russie, la Chine, la Turquie, et l'Égypte. On reviendra sur la nébuleuse National Intelligence and Security Service, UMABA. Au fond, la révolution n'a pas encore atteint ses objectifs, et finalement. Ce n'est pas encore une révolution, je suis tout à fait d'accord avec M. Bikim, mais quand même le président a été destitué. Ça aussi, c'est déjà ça. C'est un constat.
quelles sont les raisons sous-jacentes? Il y en a qui peuvent être internes avec des ramifications externes, incontestablement, mais de là indexer des pays, je serai réservé. Maintenant, concernant la volonté populaire, ce qu'on appelle du point de vue du langage de la science politique, les transitions imposées et par capillarité. Et on est dedans. Mais on n'est pas encore à la phase qualitative de la révolution, parce que la révolution suppose la conjonction de 4 facteurs. C'est ça. D'abord, que l'ensemble du système soit évincé, ce qu'on appelle le système de tabula rasa. Ensuite, qu'il y ait une relève de l'élite ancienne par une nouvelle élite complètement nouvelle. Et que troisièmement, que cette nouvelle élite ne prenne pas l'idéologie qui était là, mais qu'elle prenne une autre idéologie diamétralement opposée à celle qui l'avait précédée. Or, on n'est pas encore à ce niveau-là. C'est l'ancien ministre, c'est le ministre, celui qui fut ministre de la Défense, qui est là. Ahmed Ben Aouf. Et encore, ceux qui sont là aujourd'hui, qui tiennent le Conseil militaire de transition, ne sont rien d'autre que les bras armés, dans une certaine mesure. Le général Kamadon, le général Kamal Abdel Ramouf. Mais globalement, rien ne sera plus comme avant, globalement. Ça, il faut prendre ça en considération. C'est-à-dire qu'il y aura des évolutions qui seront plus ou moins contrôlées par la continuité du système, qui va se transmuter, mais il n'aura plus les marges de manœuvre qu'il avait à coup sûr. Si nous faisons le parallèle avec l'Algérie, avec ce qui s'est passé avec l'Algérie, au départ, les manifestants s'opposaient à un 5e mandat, puis à la période de transition proposée par Abdelaziz Bouteflika tout en restant candidat, et puis on poussait à sa démission. À quelle évolution peut-on s'attendre? C'est différent. Dans le cas soudanais. C'est très différent dans une certaine mesure. Il y a des ressemblances, mais sur les différences qualitatives, sur le plan de la réponse apportée par le système. C'est ça. Parce que si vous regardez l'Algérie, il y a l'article 102 qui a été mis en œuvre, notamment la deuxième partie. Parce qu'il y avait 2 options. L'armée algérienne, notamment le général, demandait, exigeait que le Conseil constitutionnel algérien s'autosaisisse. Si c'était le cas, on aurait une transition de 45 jours. Mais qu'est-ce que le président algérien a fait? Il perdrait la face du point de vue de sa sortie. Qu'est-ce qu'il fait pour sauver la face? Il remet sa démission. En remettant sa démission, le Conseil constitutionnel constate cela. De son point de vue, donc la situation est différente de l'autre côté. La transition n'est plus de 45 jours, mais de 90 jours. Ils ont suffisamment de temps. Et là, on rentre dans le cadre de la Constitution. On reste dans le cadre d'une succession constitutionnelle, malgré tout. Et donc, la continuité du système. Or, ici, on a tout simplement une éviction du président de la République. Ce qui veut dire que sa suppléance prévue par la Constitution ne peut plus jouer. Donc, on est là dans une logique de changement anticonstitutionnel conformément aux dispositions de l'article 2, point 4 de la Constitution. De la Charte africaine, la démocratie, les élections et la gouvernance du 30 janvier 2007, du moins. Du 30 janvier 2007. Et à partir de ce moment-là, l'Union africaine est claire. Elle dit que lorsqu'il y a un changement anticonstitutionnel de régime, non seulement qu'elle dénonce, elle interdit, mais elle condamne. Le Conseil de sécurité de l'Union africaine est en train de se réunir là pour se prononcer par rapport à cette situation. Mais Jean-Bernard Bikim dit quelque chose qui est quand même intéressant. Le Conseil militaire de transition a déjà prévenu qu'il n'y aura aucune extradition d'Omar El-Béchir vers la CPI. Je rappelle quand même que l'homme a en son encontre 2 mandats d'arrêt internationaux émis en 2009 pour crime de guerre et crime contre l'humanité, et le deuxième émis en 2010 pour crime de génocide. Ça veut dire qu'au fond, ils sont en train de jouer leur propre survie, puisque de toute façon, si Omar El-Béchir doit aller à la CPI, les deux là, Ben Aouf, ils sont même 4, ils doivent le suivre. Donc on est en train, là, on est en face d'un régime, d'un système qui joue sa survie. Voilà. Ils seront on ne peut même pas parler de coup d'État, au fond. Non. Il y a eu destitution, en tout cas. Il y a eu destitution, mise à l'écart, confinement, certainement, de El-Béchir. Mais il n'y a pas eu changement de régime, il n'y a rien eu. Qui prend les rênes actuellement? C'est celui qui est le vice-président et ministre de la Défense. Donc rien n'a changé, à part qu'on a enlevé Béchir et qu'on a mis en place un conseil de militaires sans concertation avec les primo-contestataires de ce début de révolution qui est en marche au Soudan. Là. Maintenant, comment est-ce qu'ils vont oser le livrer? Ils ne le livreront pas. Ils ne vont pas le... C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque
que Béchir ne réponde pas un jour. Si le peuple fait en sorte que ce régime s'en aille... On va voir évidemment les hypothèses possibles. Oui. En tout cas, Jean-Bernard Bekimo nous apprend qu'il avait mis en place un comité de 4 tacites de la révolution, de son régime pour gérer les manifestants, à qui il avait même donné l'ordre ce jeudi de disperser, y compris par la force les manifestants. Et ils sont allés lui dire, Monsieur le Président, on ne peut pas disperser cette foule assez compacte sans faire de milliers de morts, d'abord par balle, puis par piétinement. Nous sommes obligés de vous destituer. Et apprend-on, il négocie son départ vers l'Arabie Saoudite, ce que certains sous-officiers de l'armée lui ont refusé. Quel avenir l'attend? Quel sera son avenir dans les prochains mois, dans les Alors, ce qu'il faudrait rappeler aux téléspectateurs, c'est qu'en fait, on ne parle que de l'APS. Parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que l'armée soudanaise est depuis le premier jour à l'intérieur du pays à l'origine de ce que j'appelle cette laine qui a fini par toucher Khartoum. Pourquoi? Allez-y très rapidement. Jean-Bernard Bekimo, vous êtes féru des analyses longues, mais allez-y très rapidement, on n'a pas ce temps d'un politicien. Béchir s'est permis de bafouer l'idéologie de guerre, les doctrines de guerre et les dogmes qui structurent cet ensemble-là. En le faisant, il s'est mis à dos toute l'armée. Premier point. À toute l'armée, peut-être pas. Je dis bien toute l'armée. Parce qu'il est encore bien protégé. Hein. Je dis bien toute l'armée pour la simple bonne raison que, comme dans tous les pays africains, l'armée nationale est le parent le plus pauvre dans tous les pays africains. Oui, d'accord. Dans tous les pays. En tout cas, une chose est sûre, nous avons quand même des fractures au sein de l'armée. En tout cas, en ce qui concerne son avenir. Quelles sont les hypothèses possibles par rapport à son avenir, à l'avenir de l'homme? Je termine. Oui. Omar el-Béchir ne sera jamais extradé du Soudan. D'accord. Ça, ils l'ont déjà dit de toute façon. Vous dites jamais... Il connaîtra un sort symétrique à celui du président malien qui avait été déposé par ATT. Je n'irai pas plus loin. Pour 2 raisons. Le Soudan joue sa survie en tant que pays, pour la simple bonne raison qu'elle a perdu en 2011 avec la perte du Darfour, un tiers de son territoire et 70% des ressources. Jean-Bernard, pour parler spécifiquement de l'avenir de la personne, que va devenir Omar el-Béchir? C'est la question. Quelles sont les hypothèses possibles? L'armée va le garder à vie. Il pourra être jugé, je pense qu'il pourra être jugé sur place ou être destitué. En tout cas, les Soudanais nous apprennent, les spécialistes soudanais nous apprennent que l'arsenal juridique soudanais actuel ne permet pas de juger les incriminations pour lesquelles il est inculpé devant la Cour pénale internationale. On reviendra sur la question. Oumar Ba, on va dire quoi? Que son avenir, d'une certaine manière, est lié aussi à l'avenir du régime actuel qui a été installé depuis, enfin, je veux dire, du Conseil militaire de transition installé depuis ce jeudi. Oui, et je crois que c'est là où la réaction américaine est assez intéressante, puisqu'elle exige, l'Amérique, qu'il y ait une ouverture du Conseil militaire de transition à la société civile. Ce qui ferait donc une sorte d'équilibre entre les demandes des manifestations, notamment relayées par l'icône féminine Ala Saleh, qui demande tout simplement que la révolution ne soit pas, comment dirais-je, victime d'un hold-up, n'est-ce pas, à la kaki par les militaires. Mais ça amène à aborder la question, Oumar Ba, quelle est leur difficulté à rendre tout simplement le pouvoir au civil, puisque à l'inverse de l'Algérie, on a quand même au Soudan un ensemble composite de formations politiques et de syndicats, la fameuse association des professionnels soudanais, qui sont quand même des gens aguerris et bien formés, qui peuvent valablement gérer le pays. Pourquoi ils ne rendent pas tout simplement le pouvoir aux civils? Non, ce n'est pas si simple, parce qu'on est là dans des logiques de système. Or, lorsqu'on est dans les logiques de système, ce n'est pas la perte d'un individu ou de quelques individus qui fait flancher le système. C'est là où je suis tout à fait d'accord avec M. Bekim. Mais là où je comprends aussi, madame, c'est que rien ne sera plus comme avant. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, vous parliez de l'avenir du président El-Béchir. Cet avenir-là est incertain. Il est incertain. Parce qu'il dépend des rapports de force internes, mais surtout des pressions externes. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite.